Allez, bonjour. Rebonjour, pardon, on va commencer. On va demander à tous les exposants, certains directeurs de société de nous rejoindre pour cette conférence, donc organisée par la Métropole et Altemed. Je vais présenter du coup Cédric Telboima et Madame Anne Ringlet. Merci de votre présence sur le Salon de l'Immobilier. On a eu une inauguration ce matin donc en présence de Monsieur le maire, et cet après-midi, cette conférence a pour but d'expliquer un peu tout ce qui se passe sur la zone de Montpellier et sa métropole. On va parler donc de tout ce qui a été annoncé depuis déjà maintenant quelques années, du choc de l'offre, du ZAN, du PLUI, du BRS. On est rentré quand même dans une crise immobilière, on en a parlé également ce matin, donc voir et comment vous analysez aussi cette crise et les spécificités liées à Montpellier pour peut-être combattre cette crise et comment en sortir. Donc je vais vous laisser la parole. Je vais donner peut-être la parole en premier à vous, Anne Ringlet, voilà, et pour nous expliquer un peu tout ça et tous vos projets que vous faites avec la métropole et la ville de Montpellier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc merci de nous accueillir sur ce salon. Effectivement, certains ou certaines, on pense à la PDGR d'un grand groupe immobilier, avait annoncé la crise immobilière depuis un certain nombre de mois. Ils disent que maintenant, il est bien tard pour réagir. Donc c'est aussi le constat qu'on fait sur Montpellier et sa métropole, avec une situation assez paradoxale par rapport à d'autres métropoles, puisqu'on est une des métropoles les plus dynamiques de France en matière d'accroissement de population, de dynamique de population, avec une croissance non démentie année après année en termes de croissance de population, d'arrivée de population nouvelle, qui donc cherche à se loger. Donc une demande qui, a priori, serait très importante. Et face à ce dynamisme-là, des caractéristiques de Montpellier et de sa métropole qui sont un peu particulières, avec davantage de revenus modestes, voire faibles qu'ailleurs. On est vraiment une des métropoles qui a le revenu médian le plus faible parmi les métropoles. Donc une très forte tension sur le parc locatif social. Il y a 39 000 demandeurs en logements sociaux aujourd'hui. C'est un chiffre assez ahurissant. Paradoxalement, des niveaux de loyer dans le privé qui sont les plus élevés de France. Ça a justifié la mise en place de l'encadrement des loyers, mise en place depuis cet été. Et aujourd'hui, le constat qu'on partage ensemble d'un vrai décrochage entre les capacités des ménages à acquérir et l'offre qui est mise sur le marché. Donc aujourd'hui, les ménages qui sont sur Montpellier et sa métropole ont, avec les taux de crédit qui sont pratiqués par les banques, 70 000 € de moins de capacité d'acquisition qu'il y a un an, par exemple. D'où un ralentissement effectivement extrêmement marqué de la construction qu'on doit constater. Donc oui, une crise sévère à Montpellier et sa métropole, et encore accentuée par les caractéristiques de cette agglomération. Cédric, je vais te donner la parole également pour ton constat au niveau de Altemed. Oui, à l'échelle du groupe Altemed, aménageurs et producteurs de logements sociaux, on constate effectivement la crise tous les jours. On a vu les prix de vente de ces 2 dernières années augmenter progressivement. On a vu les coûts de travaux, le coût de revient de la production des immeubles augmenter aussi progressivement au fur et à mesure de la commercialisation des lots. Certains lots sont arrivés à maturité, les conditions de financement et l'accès au crédit se sont tendues en même temps. Et du coup, on constate une chute de la demande avec un niveau de commercialisation qui s'est effondré chez les promoteurs. Et au début, on avait des discussions uniquement avec des promoteurs sur cette réalité de la crise. Et progressivement, on élargit notre discussion à tout un tas d'autres cercles d'acteurs, les notaires, les architectes, les entreprises, et tous, avec leur regard et à leur niveau, constatent le ralentissement brutal de l'activité, ce qui nous oblige, nous, à engager des discussions avec notre concédant, la ville et la métropole, et avec ces différents acteurs pour essayer d'imaginer comment vont se dérouler les 18 prochains mois. Parfait. Alors cette crise, on est dedans, on en a vu un peu ce matin, on en parle aujourd'hui. On va parler de tous les moyens mis en place et ce fameux donc, choc de l'offre qui a été annoncé il y a quand même maintenant un petit moment. Donc qui de vous deux veut en parler et de
parler de ce choc de l'offre et de la sortie des projets qui ont été attribués depuis, puisque ça fait quand même plus d'un an qu'il a été annoncé. Donc je pense peut-être voilà, Cédric va plus en parler. Oui, donc début 2022, fin 2021, début 2022, on a préparé le choc de l'offre. On l'a lancé en 2022. C'est plus de 75 lots qui ont été lancés à ce jour, qui se rajoutent d'ailleurs à quelques lots qui préexistaient au choc de l'offre, puisqu'on n'est pas parti de zéro. Donc on a actuellement un peu moins d'une centaine de lots qui sont à différentes phases, mais qui sont dans l'escarcelle de notre travail quotidien. On avait un objectif de 8000 logements, on n'est pas à 8000 logements, mais on a quand même lancé en 2022 près de 6000 logements. Et on espère atteindre en 2023 1000 logements, donc ce qui fait sur 2 ans 7000 logements qu'on espère atteindre. Néanmoins, ça c'est pour ce qui est du lancement de la commercialisation. Et néanmoins, on est déjà bientôt fin 2023 et les premiers lots de 2022 entrent dans des phases préopérationnelles avancées. Les premiers permis sont délivrés, certains sont même purgés. Et on connaît déjà, on a identifié lot par lot les différents blocages qui apparaissent de façon concrète suite à ce que je disais tout à l'heure. Et on a sur les 75 lots au moins 35-38 lots qui sont en situation assez problématique et sur lesquels on va déclencher des séances de travail lot par lot, promoteur par promoteur, quartier par quartier pour essayer de trouver les leviers d'action. Et 35 lots, c'était des gros lots en plus, que tous les lots n'ont pas la même taille, donc ça représente sur les 7000 logements, ça représente quand même 3500 logements, donc la moitié qui sont en situation préopérationnelle difficile. Certains autres lots sont lancés, d'autres ne sont pas encore tout à fait attribués, donc on va dire que leur maturité peut laisser espérer un déroulement de la crise en temps masqué des études sur ces lots-là, ce qui nous oblige néanmoins à travailler d'ores et déjà sur les 35 lots que j'évoquais tout à l'heure. Alors on le voit bien également sur les salons, puisqu'on l'a vu ce matin en faisant le tour des stands. On a vu que certains disaient qu'il y avait eu des attributions et auront des lots pour le futur salon de mars prochain. Donc en effet, on le voit bien que c'est attribué et qu'il y en a d'autres qui sont dans les tablettes pour continuer. Après ce point sur le choc de l'offre, justement, peut-être Anne Ringlet, quelle est la situation actuelle justement sur la demande de logement dans la métropole de Montpellier ? Alors, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la demande, elle reste forte en théorie, puisque la métropole et la ville de Montpellier continuent d'attirer les ménages, mais que ces ménages n'arrivent plus à accéder au crédit et n'arrivent plus globalement à changer de logement. Ce qui veut dire que toute la chaîne du logement est grippée. C'est aussi pour ça qu'on est là. Il s'agit vraiment de se dire, aujourd'hui, si le logement libre ne sort pas, le logement social ne sort pas, le logement abordable ne sort pas, et ça coince le parc privé locatif. Donc on a vraiment une forte demande qui n'est plus solvabilisée face à une offre qui existe à Montpellier, qui aurait pu ou aurait dû exister à Montpellier, contrairement à pas mal de métropoles. Il faut quand même signaler ça, le choc de l'offre voulu par le président maire de la Fosse, mis en œuvre par Altemed, a été assez inédit par rapport aux autres métropoles. Donc normalement l'offre est là, mais aujourd'hui cette offre elle a du mal à sortir dû aux effets, aux causes que vient de signaler Cédric. Donc la demande, elle reste tout à fait importante, tant dans le privé que dans le social, tant sur du locatif qu'en accession. Et plus précisément, du coup, sur le type de logement, est-ce qu'il existe plus de tensions dans la métropole ? Vous parliez donc de l'étudiant, du libre, de la défiscalisation, ou le BRS. Alors, les chiffres dont on dispose démontrent que quand le logement sort au juste prix, encore faut-il le déterminer, il trouve preneur. C'est-à-dire que les opérations qui ont été lancées en bail réel et solidaire, il y a une conférence demain sur le salon, trouvent preneur. C'est des lots aujourd'hui à Saint-Jean, à Clapier, à Montpellier qui trouvent preneur parce qu'ils correspondent aux capacités contributives des ménages. Par contre, dès que ces offres, elles se doivent de dépasser un certain prix, du fait du coût des matériaux, du fait de la charge foncière, du fait des coûts de construction, là, elles ne trouvent pas acquéreur parce que les ménages ne sont pas solvabilisés. Vous avez également entendu que sur le locatif, il y a une forte tension. On est le troisième loyer les plus élevés de France, à Montpellier, après Paris et Nice.
Vous avez également entendu ou vécu que les étudiants, j'allais dire les gamins, ils ont eu sacrément du mal à se loger dans cette rentrée. Et que si vous cherchez un logement dans le parc locatif privé, vous avez du mal à trouver parce que ceux qui avaient des espérances d'acquisition aujourd'hui préfèrent rester dans leur logement locatif et attendre de meilleurs jours pour acheter. C'est ce que je disais tout à l'heure, toute la chaîne est un peu coincée et on a de la tension sur tous les segments de l'offre, sauf peut-être certains programmes bien situés et au bon prix en accession. Parfait. Et du coup, toujours pour vous, Madame Réré, je pense, quel est le rôle de la collectivité et de ses opérateurs dans cette période de crise? Alors la collectivité, elle se situe comme, j'allais dire dans des mots un peu techno, un peu autorité organisatrice de l'habitat, et nous on a vocation, les élus ont vocation à intervenir ou à tenter d'intervenir sur toute la chaîne du logement. Donc par la maîtrise des prix, ça c'est notamment sur le locatif libre, hein, on peut en discuter, mais l'encadrement des loyers a été un acte politique relativement fort, qui a été confirmé par le Conseil d'État en mai dernier et donc mis en œuvre au 1er juillet. L'idée, c'est aussi de lutter contre le mal logement qui caractérise une partie des centres-bourgs et du centre-ville de Montpellier, avec la mise en place du permis de louer. C'est d'encourager la production de logements libres avec la création avec la mise en place de l'offre du choc de l'offre. C'est d'encourager la production de logements abordables avec la création de l'Office foncier solidaire. C'est également d'encourager toute forme de typologie de logement. Et l'idée, c'est vraiment d'intervenir, particulièrement aujourd'hui, vous l'avez entendu ce matin par le président maire, de façon contracyclique, en disant quand les autres agglomérations ont un peu fait de la rétention en matière d'offres, la métropole de Montpellier était là pour produire de l'offre. Quand il s'agit de mettre 100 millions sur la table, on y reviendra, le Conseil métropolitain a délibéré sur 100 millions d'aides sur la table, et d'essayer de voir avec chacun des acteurs et de travailler, de poursuivre le travail que décrit Cédric, avec chacun des acteurs pour décoincer les programmes afin qu'ils sortent. On a besoin de logements dans la métropole. Alors justement, ce matin, Monsieur le Président maire de la métropole et ville de Montpellier a annoncé à quoi vont correspondre ces 100 millions d'euros mobilisés par Montpellier 3M et Altemed pour lancer ces fameuses opérations. Du point de vue de l'opérateur que nous sommes, il y a plusieurs natures d'intervention. Il y a eu une délibération de la métropole qui a été prise, Anne y reviendra dessus, et qui impacte directement ACM, puisque il y a eu une augmentation du prix de la VFA sociale qui a été votée, et on passe de 2150 € à 2300 € par mètre carré chab, ce qui permet, pour les opérations qui sont en péréquation, d'être un levier parmi tout un tas d'autres leviers. Pour l'opérateur ACM, toujours, il y a une décision de mobilisation des fonds propres. Il y a une enveloppe de 30 millions de fonds propres qui ont été affectés à ACM pour essayer de continuer à produire du logement social, et en maîtrise d'ouvrage propre ou en VFA. Ça permet de faire travailler des architectes. Donc il y a toujours des concours, il y a encore des attributions, il y a des études, il y a des appels d'offres travaux. Donc il y a toute une chaîne d'acteurs qui permet de vivre de ce travail-là. Et en plus de ça, côté aménageur, et je dirais ça vient en dehors de cette enveloppe de 100 millions d'euros sur laquelle Anne pourra revenir tout à l'heure. On va devoir, nous, à l'échelle des bilans d'aménagement, travailler avec les opérateurs immobiliers pour actionner les différents leviers qu'on a commencé à identifier et faire un petit bout du chemin. Alors pas seul, puisque le travail avec les opérateurs immobiliers va être compliqué et exigeant, puisqu'il va falloir qu'on s'assoie tous autour de la table pour trouver les leviers. Et les leviers, on ne va pas les trouver que chez l'aménageur. Ce ne sera pas que la charge foncière ou la question de l'indexation qui permettra de sortir. Il y a aussi les conditions de rémunération et de marge des promoteurs. Il y a aussi les conditions de travail des entreprises. Il y a aussi les bureaux d'études et les maîtres d'œuvre. Il faudra qu'on mette tout sur la table, parce que pour débloquer une opération, c'est pas juste un ou deux paramètres qu'il faudra actionner. C'est vraiment tout ça. Sur la partie du reste de l'enveloppe. Alors effectivement, intervenir en matière de crise de logement, ce n'était pas vraiment prévu par la métropole quand elle a délibéré sa programmation pluriannuelle d'investissement en 2020. Il y a eu beaucoup de choix et beaucoup de projets qui ont été lancés.
Vous en voyez quelquefois les effets quand vous circulez dans la métropole de Montpellier. Ce qui veut dire que là, il a fallu que nos élus mobilisent de l'argent frais pour faire bénéficier les opérateurs d'aides directes. Donc c'est des aides à la production de logement social, c'est-à-dire que nous on a quintuplé les aides directes dont on va doter les bailleurs sociaux pour faire des opérations et pour générer des fonds propres, pour leur apporter des fonds propres. Donc on multiplie par 5 ces aides directes. C'est des aides à l'accession abordable, qui est un des segments qui nous semble important et doit devoir trouver sa place encore davantage sur le marché du logement de l'agglomération Montpellier-Rennes. En aidant les opérations en acquisition-amélioration sur l'ensemble des communes de la métropole. On peut trouver des programmes qui ne sont pas simples à monter, qui ont besoin d'un petit coup de pouce financier. Donc là, la métropole, elle aidera les offices fonciers solidaires ou les opérateurs de logement abordable à faire des opérations en logement abordable. Elle aidera également directement les ménages. C'est la première fois que la métropole de Montpellier, elle donne du cash, 5 000 € aux ménages qui accèdent au logement en BRS. Donc ce n'est pas inintéressant. C'est clairement ce qui permet aux ménages de basculer quand ils n'ont pas leur crédit, quand leur banque fait un peu la tête pour leur prêter. 5 000 €, ça peut compléter les fonds propres. Donc ça peut leur faire basculer sur l'acte d'achat. Donc vraiment on donne du cash. Et puis on a une troisième cible qui est de se dire que le logement, il doit également se transformer, il doit être adapté au changement climatique, il doit être pas... Il faut éviter les passoires thermiques. Donc là, on a doublé l'aide qu'on donne au logement privé pour des réhabilitations à vocation thermique. Donc ça, c'est l'aide directe. C'est du cash que la métropole va sortir de ses caisses. On a 2 nouvelles délibérations en octobre pour décliner le règlement de ces aides. Et puis, il y a des aides que je vais qualifier d'indirectes. C'est celles qu'on doit travailler avec nos collègues d'Altemed et avec les opérateurs pour voir quels sont les leviers. Ça peut être, c'est vraiment ça qu'il va falloir qu'on travaille ensemble. De la fiscalité, de la participation aux équipements publics, de la charge foncière. Ça veut dire que c'est des coûts indirectement pour l'aménageur et pour la collectivité. Mais c'est tout un bataillon d'aides directes qu'il faut qu'on imagine. Alors merci, je vous préviens bien que c'est pas simple, mais je pense que tous les gens réunis autour de la table se comprendront. Par contre, donc du coup, vous mobilisez beaucoup d'argent. Les mesures, tu l'as dit Cédric, moi ce qu'il faudrait savoir, c'est ces mesures précises qui ont été prises pour améliorer justement les bilans et lancer les opérations. Nous, on a plusieurs maturités de projets. Il y a des projets qui sont quasiment en travaux, qui ont déjà commercialisé une grosse partie de leur programme et qui attendent ces projets-là, on ne peut pas les changer fondamentalement. Il y a déjà des plans, des permis qui sont purgés. Donc il faut qu'on travaille avec les opérateurs et avec la métropole pour savoir comment reparamétrer ces opérations qui sont sur le départ pour pouvoir permettre l'acquisition du terrain et le passage à l'acte. Donc ça, c'est une première temporalité. Après, on a une deuxième temporalité un peu plus lointaine, c'est les lots qui sont attribués en cours d'étude. Là-dessus, on a un peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir retravailler. Anne a identifié les premiers leviers de programmation, de typologie, de surface moyenne par logement, de montage. Plusieurs opérateurs nous proposent des montages qu'on ne connaissait pas, enfin, sur lesquels on ne travaillait pas beaucoup jusqu'alors, de démembrement, etc., de VFA en bloc. Donc là, sur ce moyen terme, il y a vraiment une discussion à engager avec les opérateurs immobiliers et la métropole pour savoir comment on reparamètre, qu'est-ce qui est souhaité par la collectivité, parce qu'on va être obligé de bouger des lignes, mais il faut qu'en même temps qu'on bouge ces lignes, on vérifie qu'on répond toujours à l'ossature de la politique du logement qui est mise en œuvre par la métropole. Donc il faut qu'on ait plusieurs itérations pour qu'on arrive à trouver le bon reparamétrage qui permette de passer des phases d'études au démarrage des travaux dans 12 à 18 mois. Et enfin, il y a un plus long terme peut-être que ça vaut le coup qu'on organise des travails, on a un petit peu plus le temps de le faire, mais néanmoins, on est en train vraiment de changer de paradigme. Il est probable que les taux ne redescendent pas dans les 3 prochains mois. Sûrement que l'ouverture au crédit enfin, il faudra un jour que l'ouverture au crédit redevienne possible pour les accédants. Mais néanmoins, l'économie d'une opération immobilière et d'une opération d'aménagement, il est probable que dans 3-4 ans, elle ne soit pas la même que celle qu'on a connue. Et
c'est à cette nouvelle équation financière qu'il faut qu'on travaille. Personne ne connaît le prix de vente que demain on va pouvoir fixer sur les logements libres, je dirais par quartier. Personne ne connaît encore l'impact que la crise va avoir sur les prix de construction. Il est probable que les prix de charges foncières qu'on avait sur certaines opérations soient modifiés sur le moyen long terme. Et c'est ce reparamétrage qu'il faut qu'on travaille avec les acteurs pour imaginer quelle sera demain l'équation financière qui permettra de continuer à produire du logement sur tous les segments. Anne le disait tout à l'heure, puisque on ne produit pas du logement social tout seul, il y a une partie en VFA. On ne produit pas du logement abordable sans produire du logement libre. On ne produit pas du logement étudiant sans produire du logement étudiant social. Donc c'est tout cet écosystème qu'il faut qu'on arrive à redéfinir. Je voudrais juste aborder un sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui est celui de la qualité des logements. Là-dessus, je pense que si les élus étaient là, ils diraient ensemble, il faut qu'on soit fiers des logements qui sont produits. Je pense que vous avez la même préoccupation. Donc il ne s'agit pas forcément de produire du T3 à 50 mètres carrés mono-orienté, qui a avec un mur en face à 5 mètres. Je caricature, ça ne se fait jamais ça. Donc il faudra quand même qu'on regarde ensemble, qu'on conserve ensemble des fondamentaux de qualité pour que les gens qui mettent toutes les économies de leur vie dans un logement fassent le projet de leur rêve. Mais c'est vrai que sans du tout renoncer à l'ambition des folies architecturales qu'a relancé le maire président, on puisse être quelquefois peut-être un peu plus raisonnable sur là où on met l'argent dans la construction. Donc ça aussi, c'est un chemin d'amélioration qu'on a à travailler ensemble. Merci. Merci pour ces mesures. Le maire ce matin a annoncé des futures assises du logement. On voit bien qu'il avait déjà fait des premières assises il y a un petit moment et ce choc de l'offre. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire sur l'objectif de ces futures assises? Est-ce que vous allez reparler donc du PLEI dans ces assises, d'autres choses? Donc quels vont être ces objectifs? Alors je le ferai beaucoup moins bien que monsieur le maire, qui je pense a été assez enthousiasmant ce matin. En tout cas, il nous a passé une commande en accéléré, puisque enjeu, lancement novembre, atterrissage janvier. Il faudra un peu bosser ensemble. Moi je dirais que c'est travailler ensemble l'objectif. Confronter nos points de vue, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas il faut qu'on en discute, mettre sur la table tout. Imaginer des solutions et des hypothèses qu'on n'a pas forcément esquissées encore. Partager des expériences, des expérimentations peut-être avec d'autres. On est bien, très bien à Montpellier, mais il y a peut-être d'autres expériences à partager. Oser faire des propositions. Alors tout ne sera pas sur la table. C'est-à-dire par exemple, vous m'ouvrez la porte sur le PLUI, le même maire président nous dit « Ah non, mais il faut accélérer ça. L'arrêt de projet, parce que sinon on n'y arrivera pas et on ne le fera pas dans ce mandat. » Ce n'est pas le PLUI qui va améliorer le financement des opérations d'aménagement. Il est plutôt relativement ouvert et l'idée, ce n'est pas de faire le PLUI ne définit pas, par exemple, les normes architecturales, etc. Donc le PLUI continuera à avancer et très rapidement, au début de l'année 24, il faudra que le Conseil métropolitain arrête le projet. Mais il y a plein d'autres sujets qu'il faut travailler pour justement mettre en œuvre le PLUI. Quand on dit qu'il faut privilégier le réinvestissement urbain, ça c'est un de nos marottes, comment on fait? Ça coûte plus cher, ça prend plus de temps. Qui sait faire? Comment on fait? Donc c'est ces questions-là de traduction du document d'urbanisme qu'il faudra faire, et puis de traduction concrète dans l'acte de construire pour continuer à produire de logements. Ça c'est vraiment essentiel pour la métropole. Donc l'idée c'est de partir d'une feuille pas blanche, puisqu'il y a déjà pas mal de contributions qui nous ont été faites, notamment par la Fédération des promoteurs immobiliers, et qu'on partage vraiment, qu'on fasse du brainstorming de façon assez ouverte avec l'ensemble des acteurs du logement, donc vous qui êtes là, mais également des gens un peu à côté, ceux qui logent les plus démunis des plus démunis. Par exemple, il y a Habitat Humanisme qui est un stand à côté. Et puis d'autres qui pourraient nous amener à des confrontations de points de vue, parce que c'est de ça qu'on sortira avec des hypothèses de travail. Merci. On comprend bien donc du coup qu'il faut se mettre à table et échanger entre donc tous les acteurs promoteurs immobiliers et vous, les élus. Je pense qu'il faut ouvrir le dialogue et se poser sur des séances de travail costauds. On va poser des questions.
Qui a des questions justement à poser à Altemed et aux côtés et à la métropole avec Anne? Madame. Qu'est-ce que vous appelez bail solidaire? Alors, si vous avez encore un peu de temps demain, je vous invite à venir à la conférence qui se tiendra ici sur le bail réel et solidaire. Bon, si vous n'avez pas le temps, je ferai beaucoup moins bien que les acteurs du bail réel et solidaire qui seront là demain. Le bail réel et solidaire, c'est une façon d'acquérir du logement abordable durablement dans le temps. On a tous essayé, on a tous plein d'expériences, les opérateurs immobiliers, l'aménageur, les collectivités, de vendre, d'essayer de dire il faut produire du logement moins cher. On a mis en place des dispositifs qui n'ont pas forcément fait leurs preuves. Là, on a des dispositions législatives qui permettent, c'est un petit peu compliqué, d'acheter les murs sans acheter le sol, mais que le propriétaire, il achète, il soit bien propriétaire, il puisse transmettre ce bien. Par contre, quand il revend son bien, il ne fait pas de la spéculation, c'est-à-dire que les prix de revente sont encadrés. Donc il achète moins cher puisqu'il n'achète pas le sol. Donc c'est un dispositif qui permet de produire du logement moins cher pour des ménages avec des revenus sous plafond de revenus et qui permettent d'avoir vraiment d'accéder à la propriété. Donc nous on trouve ça assez astucieux. On le remettra au débat dans les travaux des assises du logement pour savoir s'il faut amplifier ce mouvement, pas l'amplifier, à quelles conditions, etc. Mais voilà, c'est un dispositif qui nous paraît intéressant et on pourra tout à fait vous donner d'autres renseignements plus précis. En effet, on a une conférence demain qui est organisée par la Fédération des promoteurs immobiliers sur le BRS à 10h, donc je pense qu'ils en parleront mieux. Et après, il y a quelques promoteurs qui proposent déjà du BRS sur le salon, qui eux aussi peuvent vous le proposer, vous l'expliquer. Qui a d'autres questions? Madame. Bonjour, ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Vous avez parlé du recours à la VEFA. Alors, le recours à la VEFA, certes, ça a fait des progrès, mais moi qui suis dans une association de locataires, je pense que ça n'a pas fait démontrer toute son efficacité. Alors, on peut la comprendre dans un département où il y a des petits organismes d'HLM qui n'ont pas la structure et l'ingénierie dans son... Madame Bascoul, comme ça vous saurez mon nom, voilà. Qui n'ont pas l'ingénierie. Mais quand on est à un niveau d'Altemed et d'ACM, je pensais que ces bailleurs sociaux avaient les reins suffisamment solides en termes de compétences et d'ingénierie pour ne pas avoir recours à la VEFA. Parce que franchement, la VEFA n'a pas démontré encore sa grande efficacité. Ça permet de sortir du logement, mais je ne vous dis pas les problèmes après que rencontrent les locataires après la livraison de ces logements. Donc moi je crois qu'il y a quand même une vigilance à avoir avec ce dispositif. Voilà. Oui, alors je peux répondre au nom d'Altemed sur cette question-là. C'est sûr que, bon, d'abord une opération immobilière c'est toujours une aventure, donc des fois ça se passe bien et des fois il y a des difficultés et je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien systématique à faire entre le montage, la VEFA et le fait qu'il y ait des problèmes derrière ou pas. Par ailleurs, il y a tout un tas de situations, des terrains qui obligent à mélanger du logement social avec d'autres types de logements. Et du coup, sans la VEFA, on ne serait pas capable de produire tout ce volume de logements. Et même si on avait, et on a quand même des équipes assez nombreuses et solides à ACM, et même si on doublait ces équipes-là, il faudrait de toute façon répondre à tout un tas de situations qui obligent à recourir à la VEFA. Et c'est vraiment un levier à part entière de production de logement social qui de toute façon ne pourra pas disparaître. Voilà. Merci. Merci. D'autres questions? Peut-être côté promoteur pour des échanges futurs avec les élus? Non? Ils le feront, je pense, dans un cadre un peu plus privé. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être je vous dis merci. Merci d'être venu sur le Salon de l'Immobilier expliquer aux professionnels votre ligne directrice sur les futures années. Et je pense qu'on se reverra sur mars prochain pour voir où on en est. Et puis on vous donne rendez-vous aux assises du logement.
et les assises du logement. Merci beaucoup.